Dans cette troisième vidéo sur les prérequis en algèbre linéaire, on va parler des matrices. Et on va essayer de faire le lien entre les matrices, les applications linéaires ou même les bases ou familles de vecteurs. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement une matrice? Une matrice, c'est juste un tableau de nombres, par exemple 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, 8. Là, j'ai mis des tableaux qui sont carrés, c'est-à-dire avec autant de lignes que de colonnes, mais on peut avoir des tailles différentes. En général, on note la taille d'une matrice, par exemple, K fois L. Le K, c'est le nombre de lignes, du coup c'est la hauteur verticale, et le L, c'est le nombre de colonnes ou la taille en horizontale. Donc par exemple, ici, si j'avais rajouté une troisième ligne, ça aurait été une matrice de taille 3 fois 2. Quand on a des matrices, si elles ont la même dimension, donc s'il y a autant de lignes, autant de colonnes, on peut les ajouter. Pour ça, il suffit d'ajouter terme à terme. Et on peut aussi parfois multiplier les matrices. Pour la multiplication de matrices, on ne le fait pas terme à terme. En fait, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais qui va avoir un intérêt en algèbre linéaire. Pour multiplier les matrices, on va faire des trucs qui ont l'air un petit peu tordus. Par exemple, pour savoir quelle valeur on va avoir sur le premier coefficient, on va prendre la première ligne et la première colonne, et on va essayer de les multiplier entre elles en multipliant 1 avec 5 et en ajoutant 3 fois 6. Quand on essaye de multiplier des matrices, surtout au début, on se fait facilement des nœuds au cerveau. Du coup, en général, on préfère écrire le produit un petit peu différemment, où en fait on va surélever cette matrice. Et une fois qu'on a surélevé la matrice, maintenant, pour avoir le nombre qui va se retrouver ici, on va regarder donc la première ligne de la première matrice et la première colonne, et on va multiplier terme à terme 1 fois 5 et 3 fois 6, et ajouter tout ça. Donc 1 fois 5, 5, 3 fois 6, 18, 5 et 18, ça va faire 23. Pour le nombre qui est ici, ça va être le même principe avec cette ligne-là et la seconde colonne. Donc ça va être 1 fois 7 et 3 fois 8. 1 fois 7, 7, 3 fois 8, 24. Donc on a 7 et 24, ce qui fait 31. Si on veut le faire sur la deuxième ligne, c'est le même principe. Ici, on est sur la deuxième ligne et la première colonne, donc on va avoir 2 fois 5 et 4 fois 6. Donc 10 et 24, ça doit faire 34. Et pour le dernier nombre, on a 2 fois 7 et 4 fois 8. Donc 2 fois 7, 14, 4 fois 8, 32. 14 et 32, ça fait 46. Donc, autant pour additionner des matrices, il faut avoir les mêmes dimensions en longueur et en hauteur. Donc il faut avoir le même K et le même L. Autant pour multiplier des matrices, c'est un petit peu moins restrictif. Il faut juste que le nombre de colonnes de la première et que le nombre de lignes de la seconde soient les mêmes. Donc si on veut multiplier deux matrices, il faut juste que le L, le nombre de colonnes de la première, soit égal au K, nombre de lignes de la seconde. Donc mettons que notre première elle soit de taille K fois L. Ben, il faut que notre deuxième matrice elle soit de taille L fois quelque chose pour que la multiplication soit compatible. Et pour la taille du résultat, sur mon exemple, il était carré parce que toutes mes matrices étaient carrées, mais en fait, sinon, il va garder le nombre de lignes de la première. On avait deux lignes, donc deux lignes à l'arrivée, et le nombre de colonnes de la deuxième. Donc en fait, on va garder les deux nombres qui restent. Les deux L, c'est pour que ça soit compatible, et le K et le M donnent la dimension du produit à l'arrivée. Cette manière de calculer, on appelle ça une multiplication de matrice, ou une multiplication matricielle. Et en fait, si on appelle ça une multiplication, c'est qu'on va réussir à trouver des parallèles avec la multiplication des nombres, mais certains parallèles vont marcher, d'autres pas du tout. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui marche plus. Déjà, pour la multiplication numérique, on a le nombre 1 qui est le neutre, c'est-à-dire quand on multiplie par 1, ça change rien. Pour la multiplication matricielle, on a le même principe avec la matrice qu'on appelle l'identité. IN, N, c'est en fonction de la taille, de taille N. L'idée, c'est qu'on met des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Ça, donc la matrice identité, ça joue le même rôle que le 1. Quand on multiplie par l'identité, il ne se passe rien. Donc si je prends la matrice identité fois une matrice, je retombe sur la matrice de départ, sous réserve que j'ai pris le bon n, c'est-à-dire la bonne dimension pour que la multiplication elle ait du sens. Dans le même genre, avec la multiplication numérique, on a 0. Quand on multiplie n'importe quoi par 0, ça fait 0.
Avec la multiplication matricielle, on a la matrice 0 qui contient uniquement des zéros qui fonctionnent sur le même principe. Si je multiplie par cette matrice, dans mon produit, je vais avoir que des 0 fois quelque chose, du coup je vais bien avoir 0. Donc ça, c'est pour les règles qui fonctionnent, les règles de la multiplication numérique qu'on peut généraliser à la multiplication matricielle. Et par contre, on a plein de règles qui vont plus fonctionner. La première, c'est que avec des nombres, quand je multiplie A et B de nombres, que je multiplie A fois B ou B fois A, ça me donne la même chose. Avec des matrices, ça arrive pas souvent. Parfois, on peut avoir des coups de chance et ça va bien marcher. Par exemple, si une des deux matrices c'est l'identité, A fois l'identité ou l'identité fois A, ça va faire A dans tous les cas. Mais si on prend des matrices avec des nombres mis un petit peu au hasard, il y a plus de chances que ça ne marche pas. Déjà, en fait, rien que si elles n'ont pas les bonnes dimensions, peut-être que A fois B aura du sens, mais B fois A n'en aura pas. Peut-être que A fois B aura du sens et B fois A aura du sens, mais que ça ne sera pas les mêmes dimensions. Par exemple, si on prend une matrice de taille 2 x 3, puis une de taille 3 x 2, il y a un des deux produits qui sera un tableau 2 x 2 et l'autre 3 x 3, aucune chance que ça soit la même chose. Et même si on n'a que des matrices carrées de sorte que AB et BA aient la même taille, il y a beaucoup de chances pour que AB soit différent de BA. Deuxième autre résultat dans le même genre, avec les nombres réels, si on a un produit qui vaut 0, alors forcément un des deux nombres du produit vaut 0. Et avec les matrices, c'est pas vrai. C'est pas parce que le produit de deux matrices est nul que l'une des deux matrices est nulle. Cette règle-là, d'habitude, on dit que la multiplication elle est intègre, et pour les matrices, la multiplication matricielle n'est pas intègre. Enfin, on parle de multiplication depuis tout à l'heure, donc souvent quand on parle de multiplication, on peut assez facilement parler de division. Là, on va plutôt parler d'inverse avec les matrices. Pour les nombres réels, si on prend n'importe quel nombre autre que 0, on peut calculer l'inverse de ce nombre. Par exemple, 7, 1 septième, c'est son inverse. Pour les matrices, quand on a une matrice A, on peut chercher la matrice A-1 telle que A fois A-1 donne l'identité, ou A-1 fois A donne l'identité. Et en fait, autant avec les nombres réels, dès qu'on prend un nombre autre que 0, on peut trouver son inverse. Avec les matrices, il y a beaucoup de matrices pour lesquelles on ne peut pas trouver d'inverse. Donc A-1 n'existe pas forcément. Pour être plus précis, pour qu'on ait une matrice A qui soit inversible, donc pour que A-1 existe, il faut au moins qu'elle soit carrée. Si elle n'est pas carrée, ça n'est pas possible. Pour être plus précis, pour que A-1 existe, il faut à minima que notre matrice elle soit carrée. Si elle n'est pas carrée, peu importe ce qui va se passer, on ne peut pas trouver une matrice A telle que A fois A-1 donne l'identité et A-1 fois A donne l'identité d'une autre dimension. Et même quand on a une matrice carrée, c'est pas gagné, on peut tomber sur des matrices qui ne seront pas inversibles. Au niveau des notations, parfois quand on a une matrice A, on a envie de donner des noms à tous ses coefficients. Pour ça, on va juste les appeler A, 1, 1 pour le premier coefficient. Et ensuite, si on se déplace sur les lignes ou sur les colonnes, on va augmenter un des deux compteurs. Donc si on se déplace sur les lignes, on va passer à A1, 2, A1, 3, etc. jusqu'à A1, L, où du coup L c'est le nombre de colonnes comme je l'avais noté tout à l'heure. Et quand on passe sur les lignes suivantes, c'est le premier des deux numéros qu'on augmente, donc ce sera A2, 1, A2, 2, A2, 3 jusqu'à A2L, A3, 1, ainsi de suite, jusqu'à AK1 ici, et jusqu'à AKL ici. Ou, quand on veut être plus concis, on note juste ça, l'ensemble des AIJ, où I, c'est du coup le numéro de la ligne sur lequel on se trouve qui va de 1 à K, et J, c'est le numéro de la colonne sur laquelle on se trouve, c'est-à-dire qui va de 1 à L. Quand on a un produit de matrice, donc deux matrices A et B, si on se demande à quoi ressemblent les coefficients de cette matrice, il y a une formule qui décrit un petit peu la manipulation qu'on a faite tout à l'heure, où on prenait telle ligne, telle colonne, on multipliait les termes un par un et on les ajoutait. En fait, on va juste faire donc, la somme, parce qu'à la fin on faisait une addition, de multiplier un terme de A avec un terme de B. C'est le terme I, K et le terme KJ, où K c'est justement notre indice qui varie sur la somme. Et du coup, cette expression, elle permet parfois d'obtenir des résultats avec un produit matriciel. Donc je vous ai remis la formule, des fois que vous en ayez besoin à un moment. Maintenant, on va voir le lien entre les matrices et les applications linéaires.
Donc j'ai pris un exemple d'application linéaire de R3 dans R2, donc à un triplet X, Y, Z, j'associe quelque chose linéaire, donc quelque chose en R2. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait résumer cette application dans un tableau de nombres, c'est-à-dire dans une matrice. En fait, cette expression, elle me permet de calculer l'image de n'importe quel nombre de R3, donc elle est très pratique, mais du coup, pour englober tout R3, j'ai besoin de mettre plein de lettres, et ça peut parfois être un peu compliqué. Sauf qu'on a vu sur la vidéo précédente que, plutôt que de décrire R3 tout entier, je pourrais juste regarder ce qui se passe pour une base de R3, et après, si je sais ce que donne f pour une base de R3, je vais savoir ce que donne f pour n'importe quel nombre. Parce que si je prends un vecteur quelconque, j'ai juste à le décomposer dans ma base, et en fait, une fois que je vais avoir décomposé mon vecteur dans la base, en utilisant le fait que f soit linéaire, je vais pouvoir assez facilement trouver l'image de mon vecteur. Du coup, là, plutôt que de regarder l'image de n'importe quoi dans R3, on va regarder juste l'image des éléments d'une base de R3. J'ai pris la base canonique, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. F de 1, 0, 0, donc x il vaut 1, les deux autres valent 0, donc là on a 3 plus 0 plus 0, et 1 plus 0 plus 0, donc ça me donne 3, 1. F de 0, 1, 0, donc y vaut 1, les autres valent 0, donc là je vais avoir 2, les autres s'annulent, et moins 4. Et f de 0, 0, 1, donc je vais avoir juste ce moins 1 et ce 5 qui vont rester. Et bien en fait, pour résumer notre application linéaire dans une matrice, on va juste prendre le tableau de nombres qu'on vient d'obtenir, et ça, on appelle ça donc la matrice de f. Ou plutôt une matrice de f. Si on dit la matrice de f, il faut préciser quelle base on a choisie au départ, et aussi quelle base on a choisi à l'arrivée. Donc la base qu'on a choisie au départ, j'ai choisi la base canonique de manière arbitraire, juste pour que ce soit le plus simple possible. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais j'ai choisi aussi une base à l'arrivée, parce que quand j'ai écrit 3, 1, ce que ça signifie, c'est pas non seulement que f de 1, 0, 0, ça donne 3, 1, mais plutôt que 3, 1, ça serait 3 fois ce vecteur plus une fois ce vecteur. Donc en fait, 3, 1, c'est la décomposition de f de 1, 0, 0 dans la base canonique de R2. De même pour 2 moins 4, en fait, c'est la décomposition de l'image de ce vecteur dans cette base-là, 2 fois ce vecteur plus moins 4 fois ce vecteur, et pareil de l'autre côté. Plus généralement, quand on a une application linéaire, on se donne une base E au départ et une base E' à l'arrivée. Et bien, déterminer la matrice de notre application linéaire dans les bases E et E', ça revient juste à écrire sur les colonnes de la matrice l'image des vecteurs de la base du départ, donc f de E1, f de E2 et f de E3. Mais ces images, donc ça c'est des vecteurs de R2, dans quelle base on les décompose? On les décompose dans la base qu'on a choisie à l'arrivée, donc on les décompose en termes ici de E1' et E2', vu les dimensions que j'ai choisies. Donc quand on a une application linéaire, pour la convertir sous forme de matrice, il suffit de mettre sur les colonnes, de mettre les images des vecteurs de la base. Quand on a une matrice et qu'on veut trouver l'application linéaire qui est associée, c'est les colonnes qui nous donnent des images. Mon conseil pour passer facilement de l'un à l'autre, c'est que quand on écrit les éléments ici de R3 ou de R2, c'est plus simple de les mettre en colonne qu'en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils sont en colonne, là, les nombres ils apparaissent exactement de la même manière que dans cette matrice. Sur la première ligne, j'ai 3, 2 et moins 1, 3, 2 et moins 1. Deuxième ligne, 1, moins 4 et 5, 1, moins 4 et 5. Du coup, le passer de l'un à l'autre, ça devient évident si on écrit tout en colonne. Si on écrit en ligne, donc x, y, z en ligne, et 3x plus 2y moins z, puis x moins 4y plus 5z, c'est juste un chouïa plus pénible de s'en sortir. C'est bien beau tout ça, mais on peut se poser deux questions assez légitimes. La première, c'est à quoi ça sert d'avoir réécrit cette application dans un tableau? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que tout à l'heure, quand on a multiplié des matrices, on s'embêtait à faire un truc un peu compliqué? Mais en fait, ces deux questions, elles ont une explication commune. L'idée, c'est que si on va prendre pas une application, mais deux applications, G et F, et qu'on veut les composer, et bien si on veut composer nos applications avec des expressions comme ça, et donc une note pour G, ça serait assez fastidieux à essayer de déterminer quelle serait l'image par G rond F d'un vecteur. Alors si on réfléchit en termes de matrice, la matrice de cette application-là, comment on va l'obtenir? Et bien en fait, il suffit de multiplier la matrice de G avec la matrice de F.
Bien sûr, pour que ça ait du sens de composer G et F, il faut que les espaces de départ et d'arrivée ils soient compatibles. Donc là, F elle allait de R3 dans R2, il faudrait que G elle parte de R2 pour aller quelque part. On retrouve le fait qu'avec nos matrices, il fallait pour pouvoir les multiplier que le nombre de colonnes de la première soit le même que le nombre de lignes de la seconde. Le nombre de lignes de la seconde, c'est le 2, parce qu'on est en dimension 2 à l'arrivée. Et du coup, il faudrait que ma fonction G parte de R2, donc que son nombre de colonnes soit 2. Et quand on a obtenu une matrice, on avait choisi des bases. On avait notamment choisi une base pour R2 à l'arrivée pour F. Il faut qu'on choisisse la même base pour R2 au départ pour G, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Donc il faut bien que les bases soient compatibles quand on fait ça. Et cette égalité, elle est vraie parce que justement, on a défini la multiplication matricielle de sorte à ce que ça marche. Sur le même principe, si notre application linéaire F, c'est un isomorphisme, c'est-à-dire si c'est une application linéaire qui est bijective, du coup on peut inverser cette application linéaire. Au niveau des matrices, ça va nous dire que la matrice qu'on va obtenir, elle va être inversible, et la matrice de l'inverse de F, ça sera juste l'inverse matricielle, c'est-à-dire la matrice telle que si je les multiplie des deux, ça me donne l'identité. Et de même, si je prends l'application qui a x, y, z associe x, y, z, donc l'application identité qui ne change rien, sa matrice, ça va être la matrice identité avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc là, on vient de faire le lien entre les matrices et les applications linéaires. On peut aussi faire un lien entre les matrices et les bases, avec ce qu'on appelle les matrices de passage, les matrices qui permettent de passer d'une base à une autre. J'ai pris comme exemple dans R2, j'ai pris seulement 2 vecteurs avec 2 coordonnées, la base canonique comme première base, et comme deuxième base, j'ai pris 1, 1 comme premier vecteur et 1, 0 comme second vecteur. Si on veut passer de B à B', en fait, on a juste à décomposer ce vecteur et ce vecteur dans la base B, et comme tout à l'heure, plutôt que de les écrire avec des calculs, on va résumer toutes les infos dans un tableau, donc dans une matrice. Sur les colonnes, on va chercher comment obtenir les vecteurs de la base B', et sur les lignes, on les décompose dans la base B. Donc 1, 1, on peut le voir comme une fois le premier vecteur de B plus une fois le deuxième vecteur de B. Du coup, on va avoir 1 et 1. Et 1, 0, on peut le voir comme une fois le premier vecteur plus 0 fois le deuxième vecteur. Du coup, on va mettre 1, 0. Et ça, c'est la matrice de passage de la base B vers la base B'. Souvent, on note matrice de B' dans la base B. Et en fait, si on veut faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur les applications linéaires et les matrices, on a juste représenté la matrice de l'application identité parce qu'en fait, je n'ai pas voulu changer d'espace, etc. Mais juste au départ, j'ai pris B comme base, et à l'arrivée, j'ai pris B'. Au départ B, à l'arrivée B'. Donc si jamais notre B, c'est la base canonique, ce qui arrivera le plus souvent, en gros, j'ai juste à recopier les coordonnées de B vecteurs, et ça me donne la matrice de passage vers cette nouvelle base. Maintenant, on va essayer de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire d'avoir la matrice non pas de B vers B', mais de B' vers B. Donc on veut décomposer 1, 0 dans la base B' et 0, 1 dans la base B', c'est-à-dire qu'on cherche juste les coefficients à mettre devant les vecteurs de cette base B' pour obtenir 1, 0 et 0, 1. Donc ça, pour le faire, on pourrait appeler ça lambda et mu, résoudre un système. Là, vu qu'il y a des zéros un peu partout, ça va pas forcément être très compliqué. Par exemple, ici on a 1, 0, et là-bas on a précisément 1, 0, du coup il suffit de le prendre une fois et de prendre 0 fois 1, 1. De l'autre côté, on a 0, 1, on sait que pour obtenir ce 1, comme là on a du 0, on va être obligé de mettre une fois ce nombre-là, pour avoir un 1 sur la deuxième coordonnée. Et maintenant sur la première coordonnée, on a 0, c'est ce qu'on cherche, on est déjà à 1, du coup il faut enlever 1, donc il va falloir enlever une fois ce 1. Et donc avec ça, on va pouvoir obtenir la matrice de passage de la base B' vers la base B. Et pour ça, du coup, on va faire la même chose qu'au-dessus. Et donc, la matrice depuis la base B' vers la base B, on va avoir sur la première colonne 0, 1, et sur la deuxième, 1 et moins 1. Notons que ce qu'on vient de faire, on avait besoin que B ou que B' soient des bases. Pourquoi ? Parce qu'une base c'est donc libre et génératrice,
Si notre famille là, elle n'était pas génératrice, bah, peut-être qu'on serait tombé sur des vecteurs qu'on n'aurait pas pu décomposer, donc on n'aurait rien pu mettre dans une colonne. Si on avait une famille B' qui n'était pas libre, mais il n'y aurait pas eu unicité de la décomposition, et du coup il y aurait eu plusieurs choix possibles dans une colonne, et on n'aurait pas su lequel prendre. Donc on avait besoin que ce soit des bases pour pouvoir le faire. Et donc à quoi elles servent ces matrices de changement de base? Je reviendrai plus en détail dessus sur la vidéo qui parle justement de changement de base, mais ce qu'on peut déjà retenir pour l'instant, c'est que si je fais le chemin de B vers B' ou le chemin de B' vers B, bah, c'est le chemin réciproque l'un de l'autre, et bien en fait ces matrices elles sont inverses l'une de l'autre. Et plus généralement quand on a une famille de vecteurs, bah, en fait dire que c'est une base, ça revient à dire que si j'écris ces vecteurs en colonne, donc si je les décompose dans la base canonique, et ben ma matrice sera inversible. Donc si je résume, les matrices c'est des tableaux de nombres sur lesquels on définit une règle pour la multiplication, et en fait ça sert à gagner en concision, notamment quand on a des applications linéaires. Bah, plutôt que de se trimballer plein d'inconnus, on a juste à écrire les bons coefficients dans notre matrice. Quand on veut changer de base, on peut aussi utiliser les matrices pour y voir un peu plus clair. Il y a aussi d'autres applications, notamment quand on a des systèmes linéaires, bah, en fait on peut les écrire avec une version matricielle. Et ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos quand on commencera à faire des parties cours puis des parties exercices.